Bonjour Sarah. Bonjour. Merci beaucoup de venir partager ton expérience sur le podcast. Alors tu es la maman d'Ethan qui est autiste et qui a aujourd'hui 14 ans. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que l'autisme ? Alors, selon la définition, l'autisme est un trouble du neurodéveloppement humain, caractérisé par des difficultés dans les interactions sociales, la communication et des comportements et des intérêts à caractère plutôt restreint, répétitif et stéréotypé. D'accord. On nous a toujours dit, et encore aujourd'hui, qu'Ethan est atypique. En fait, il est très présent, il aime être au centre de l'attention. Il aime qu'on le remarque et il aime voir du monde, il aime parler aux gens, il aime surtout provoquer des réactions. Ce qui est plutôt bizarre parce qu'on a plutôt tendance à penser qu'un autiste, ça reste en retrait en fait, c'est ça ? Donc là, c'est en ça que lui, il n'est pas du tout dans le retrait, il cherche plutôt le contact en fait, c'est ça ? Tout à fait. D'accord. Et donc, à quel moment tu as décelé que quelque chose était peu habituel avec Ethan ? En fait, quand Ethan était bébé, rien ne m'a paru anormal. À mesure qu'il grandissait, je remarquais que son comportement différait de celui des enfants de mes amis et de mon entourage. La première chose notable, vraiment, c'était son retard. Il avait du retard dans la marche, il avait du retard dans l'acquisition de la parole. Et au-delà de ça, j'avais remarqué qu'il imitait pas, il tendait pas les bras, il faisait pas coucou avec la main, il répondait pas à nos sollicitations. Ouais. Il regardait pas les objets que je pointais du doigt et était complètement indifférent aux animaux, aux pompiers, aux motos qui passaient dans la rue, vers les attractions en fait vers lesquelles j'attirais son attention ne l'intéressaient pas du tout. D'accord. Et sur le plan de la parole aussi, il babillait pas, il essayait pas de répéter, il m'appelait pas maman, et il mangeait bizarrement, il ne mangeait pas de morceaux, d'ailleurs il en a pas mangé jusqu'à l'âge de 4 ans. Ah oui. Et il aimait pas ce que les enfants aiment habituellement, les petits biscuits, les petits chocolats, ça l'intéressait pas du tout. Son attention se portait plus volontiers vers de la moutarde ou du fromage plutôt fort, type époisse. Ça lui plaisait bien. Ah oui, donc c'est particulier quand même. Tout à fait. Et donc, à quoi tu as su que quelque chose était peut-être pas normal ? Et je mets des gros guillemets à normal. C'est ça. Et en fait, je l'ai pas su tout de suite. J'avais bien repéré toutes ces bizarreries. Ouais. Je me suis vite rapprochée du corps médical. Et mon pédiatre, alors qu'il avait 1 an, nous a orientés vers le CHU pour faire réaliser une batterie de tests, électroencéphalogramme, IRM, des tests auditifs. Tout s'est révélé absolument normal. Alors, nous voilà absolument rassurés, mais toujours interrogés en fait. Donc, je me suis orientée vers des spécialistes, des kinés pour l'aider à marcher, des psychomotriciens, kinésiologues chez lesquels j'ai fait faire des bilans. Et sur le plan plus pratique, en fait, à l'âge de 2 ans, j'avais remarqué que son comportement était un peu inhabituel ou inadapté avec les autres enfants, donc je l'ai mis en crèche pour favoriser son développement social. Et là, il a été confronté à un milieu difficile, plutôt hostile pour lui, dans lequel il comprenait absolument pas les codes. Et le personnel de la crèche était complètement décontenancé, voilà. Et des troubles du comportement vraiment sont apparus à ce moment-là. Alors c'est comme si en fait le fait de l'avoir mis à la crèche, ça avait un peu précipité les problèmes, c'est ça ? Ça avait agi comme un déclencheur, mis en avant tous les problèmes sont remontés finalement. Oui, je pense qu'il y avait l'acquisition de la marche, il y avait peut-être, il grandissait à ce moment-là, et notre petit bébé plutôt calme, un peu bizarre et rigolo, à ce moment-là, il a muté. Ah, il y a eu la vraie mutation à ce moment-là en fait. Ouais, il y a un petit côté démoniaque, on peut dire, et hyperactif qui est sorti de lui que nous ne connaissions pas du tout. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Alors, après ça, une valse de spécialistes a gravité autour de lui. D'accord. Un pédopsychiatre,
auprès duquel j'avais pris conseil, a fini par nous orienter vers un CMPP, dans lequel Ethan a suivi une psychothérapie. Il a fait partie d'un groupe de travail. Parallèlement à ça, il était accueilli quand même un petit peu à l'école. Il avait quelques heures de prise en charge en maternelle. Dans le cas du CMPP, Ethan a été pris en charge par une équipe de spécialistes dirigée par un docteur pro-psychanalyse. Et ce docteur, en fait, elle réfutait l'hypothèse de l'autisme ou de troubles envahissants du développement. Elle voulait lui faire des psychothérapies. Et Ethan était suivi au CHU, qui préconisait un dépistage de l'autisme au CRA, auprès du CRA. C'est quoi le CRA ? Le CRA, c'est le Centre de ressources pour l'autisme. D'accord. Et ce médecin nous a affirmé que notre enfant n'était pas autiste et qu'il ne fallait pas qu'on écoute les personnes qui allaient nous faire croire le contraire, qu'elle pouvait faire quelque chose. Au départ, on était un petit peu rassurés, on avait envie de faire confiance à ce CMPP et on a laissé la prise en charge se dérouler. Mais le temps passait et nos questions ne faisaient que croître en fait. Ben oui, j'imagine. Ça résolvait pas le problème en fait, c'est ça? Non, au contraire, ça ne le résolvait pas et ces troubles du comportement, eux, ils allaient grandissant et on n'avait aucune réponse. Donc en quête de réponse et surtout d'aide et de soutien face à un enfant aussi imprévisible qu'atypique, j'ai continué mes investigations et j'ai rencontré d'autres spécialistes. J'ai pris rendez-vous un peu partout, en me disant qu'il y en avait bien un qui allait peut-être débloquer une situation, m'apporter surtout, je pense que j'étais en quête de réponse. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne vais pas raconter en détail ce cheminement, mais une psychologue comportementaliste a tout de suite vu qu'il pouvait y avoir un trouble autistique. Elle nous a orientés vers un psychiatre qui a confirmé ses dires et un diagnostic officiel, entre guillemets, a pu être établi. Ethan était autiste, donc on est allé au CRA cette fois-ci, au Centre de ressources pour l'autisme. Ethan avait 5 ans quand même. Ah oui, donc ça a duré 5 ans avant de mettre ce diagnostic officiel en fait. C'est ça. Qui allait à l'encontre de ce qu'on t'avait dit finalement précédemment et qui n'a fait que allonger en fait la problématique puisque tant qu'on n'a pas dit exactement ce qui se passe, pour trouver des solutions, c'est vrai que c'est compliqué. C'est exactement ça. Tant qu'on ne sait pas de quoi il souffre, entre guillemets, je mets aussi des guillemets à ce terme, on ne peut pas agir, on ne peut pas employer de comportement ou de prise en charge adapté. Bien sûr. Et du coup, à partir de là, ça a été quoi ton parcours pour accompagner ton fils ? Eh bien, mon parcours, il a été assez tortueux quand même. Comme je l'ai évoqué auparavant, il est allé donc chez une nourrice, puis en crèche à l'âge de 2 ans. Et il a fait un bref passage à l'école qui a duré 3 ans. Je dis bref parce que, en fait, il a été accueilli 2 heures par jour. D'accord. Avec une AVS. Donc j'ai dû suspendre mon activité professionnelle pour le garder à la maison et l'emmener au CMPP, chez ses spécialistes, où il y avait une prise en charge disciplinaire, pluridisciplinaire. Celle-ci, en fait, comme je l'ai mentionné auparavant, au CMPP, la prise en charge, elle avait peu d'effet. Il pataugeait dans une baignoire avec des enfants, on nous donnait pas de réponse, on nous disait que si il ne parlait pas, il fallait attendre. Ils observaient, ils noircissaient du papier. Nous, on était complètement... voilà. On ne savait pas ce qu'il avait et quoi faire. Donc, j'ai poussé un petit peu plus avant mes investigations. Et le diagnostic posé, donc il a pu intégrer un hôpital de jour. Là, il avait 6 ans. Alors, nous pensions, alors que, qu'avec la prise en charge adaptée, donc l'intégration dans un hôpital de jour et le diagnostic posé, on allait vraiment souffler. Donc moi, j'ai repris mon emploi, j'ai essayé de reprendre une vie un petit peu plus normale, entre guillemets. Oui. L'adaptation au centre a été... plus compliqué que prévu.
les spécialistes qui sont formés justement à l'autisme et aux troubles dont il souffrait étaient complètement déroutés. Et les prises en charge habituelles n'avaient pour le coup pas de prise sur lui, il contournait tout. Et à la maison, il n'y avait pas de changement et je trouvais pas de mode de garde pour le garder après le centre, c'était compliqué. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, même une fois le diagnostic posé et une prise en charge faite, eh bien toi tu n'as pas vu d'amélioration, tu n'as pas reçu finalement le soutien, enfin il n'y avait pas de réel progrès dans son comportement, si je comprends bien. Pas de réel progrès, toujours des troubles du comportement. Alors on avait des spécialistes autour de nous qui nous aidaient, qui nous orientaient, qui étaient vraiment sympas et aidants, mais il manquait encore quelque chose et vraiment à la maison c'était ça l'est toujours aujourd'hui. Mais c'était chaotique. Ouais. Comment tu t'es sortie de ça? J'ai toujours cherché des réponses et par bouche à oreille et un heureux concours de circonstances, j'ai rencontré une jeune thérapeute qui venait sur Rouen, qui quittait Paris et qui intervenait à domicile et a pratiqué l'ABA. J'avais entendu parler de l'ABA. C'est une méthode qui est plutôt américaine, elle est plus pratiquée aux États-Unis. C'est une analyse appliquée du comportement. Pour la résumer en une phrase, c'est une méthode qui vise à analyser les comportements et à y apporter des réponses stratégiques. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment stimulus-réponse. C'est vraiment du très concret, c'est très pragmatique en fait, c'est ça. Hein. C'est très concret, du très précis. On regarde le comportement de l'enfant, on essaie de le comprendre, les causes, et à donner, savoir quelles conséquences apporter au comportement. D'accord, donc en fait c'est trouver la réponse la plus adaptée en identifiant la cause de son comportement, c'est ça? On peut dire ça. Alors, on ne va pas forcément se gratter la tête sur la cause d'un comportement. Non. Contrairement à la psychanalyse qui a eu lieu longtemps avant. Là, on est plus pragmatique, on est plus concret. Il fait ça, on fait ça, il fait ça. Alors, quand cette thérapeute est intervenue à domicile, la vie a complètement changé. Ah oui, grâce à cette méthode finalement? Grâce à la méthode, et en fait elle nous a fait prendre conscience de pas mal de choses. Elle nous a fait prendre conscience que Ethan n'était pas autonome. Et elle nous a fait prendre conscience qu'il faisait pas grand-chose par lui-même. J'avais l'habitude de l'habiller, de le driver sans cesse, fais ci, fais ça, regarde. Voilà, je lui laissais pas forcément de libre arbitre. Donc elle nous a appris quelque chose qui est vraiment capital, très important, c'est de faire des demandes. Elle nous a appris elle lui a appris à demander ce qu'il voulait et savoir exprimer ce qu'il ne voulait pas. Ah, très bien. Ça semble très simple, mais on était dépassés parce qu'on lui imposait des choses tout le temps finalement. Ah oui. Et aussi, on n'avait pas forcément conscience de ses capacités parce que il attendait de nous qu'on fasse tout pour lui. Par exemple, il peut très bien sortir alors qu'il fait moins 20 dehors, en caleçon, sans chaussures, courir dans le jardin. Il va pas avoir l'idée de mettre un manteau. Donc nous, on courait derrière, on lui mettait le manteau, les chaussures, etc. Alors le but là, c'était que par lui-même, il intègre le fait que lorsqu'il sort, il doit mettre des chaussures et un manteau. D'accord. Ça semble rien comme ça, mais ça a pris un temps fou parce que lui, il refusait ça. Il faisait des grosses crises de nerfs par terre, il se roulait, il hurlait. Donc il a fallu patienter pendant des heures parfois pour que, miracle, il trouve sa paire de chaussures qui était pas loin, qu'il la mette. Et là, c'était super, on avait passé un cap. Donc c'est plein de petites choses comme ça, lui apprendre à mettre la table. Et ça l'a autonomisé. Il a su se laver tout seul. Il nous a fait du thé le matin, etc. Donc, franchement, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc, en fait, cette personne-là, autant elle a travaillé avec Ethan,
autant en fait, elle vous a donné aussi des pistes. Beaucoup de pistes. Moi, j'étais coachée, toutes les séances étaient filmées. Ah oui. Ça me permettait de voir, d'analyser aussi mon comportement avec lui, me rendre compte que je le regardais pas dans les yeux, que je lui souriais peut-être pas beaucoup, mais c'est important. En fait, sur un plan humain, en tant que maman et sur un plan humain, cet apprentissage m'a beaucoup appris. Ouais, j'imagine que ça a dû être très riche en fait pour lui comme pour ses parents finalement. Tout à fait, tout à fait. Donc l'hôpital de jour, en fait, pendant lequel, là où il était intégré pendant cette prise en charge à la maison, ça progressait pas. Ces apprentissages là-bas ne progressaient pas et ils n'étaient pas tout à fait sur la même ligne que ce que j'enseignais à la maison avec la méthode ABA. Un tout petit exemple qui me vient en tête, je lui apprenais à ne plus me tenir la main, il avait 9 ans. Ah oui. Donc la thérapeute me disait à 9 ans, on ne lui tient pas la main dans la rue. Ouais. Il doit apprendre à se débrouiller sans que vous lui teniez la main. Elle m'avait montré des méthodes. Quand je le sentais pas forcément très réceptif, je devais le tenir par les épaules, etc. Et à chaque fois que j'allais le chercher à l'hôpital de jour, je voyais 2 éducateurs qui lui tenaient la main d'un côté et de l'autre, alors qu'il était tout calme et qu'il était content de me voir et qu'il n'allait pas faire de bêtises vu qu'il venait à ma rencontre. Donc en fait, si je comprends bien, tout ce que tu mettais en place à la maison se trouvait des fois détricoté à l'institution en fait. En quelque sorte, après c'est pas les mêmes contextes. Donc oui. J'entends bien que et il est capable de vraiment d'être très comment dire spontané et je trouve pas le terme mais il va faire des bêtises tout d'un coup alors qu'on ne s'y attend pas. Donc dans le cas d'une institution avec d'autres enfants, etc., je pense qu'il tenait tout le temps. D'accord. Il tenait physiquement tout le temps, où ils avaient tout le temps l'œil sur lui. Et c'est l'inverse qu'on essayait de faire à la maison. On voulait justement l'autonomiser et c'est ça qui fonctionnait à la maison. D'accord. Après, peut-être qu'à la maison, il était dans un milieu sécurisant pour lui, alors qu'à l'institution, c'était peut-être pas le cas, en fait. C'est ça. Et il y avait aussi pas mal d'attractions à l'institution. Ah oui. Pas mal de personnes. Il adore analyser, en quelque sorte, les gens et jouer avec leurs réactions. Il y avait d'autres enfants aussi. Les éducateurs devaient s'en occuper, ils le savaient très bien. Donc, c'est comme un terrain de jeu pour lui là-bas. Oui, bien sûr. D'où l'idée de l'enlever de cet hôpital de jour, de mettre en place une prise en charge individuelle adaptée à domicile, le temps qu'il puisse gagner en autonomie et réintégrer en centre dans de bonnes conditions. D'accord. Donc ça, c'était l'idée. Du coup, il a quitté l'hôpital de jour et j'ai mis en place à domicile des intervenants formés, supervisés en ABA. Ils apprenaient à Ethan la vie quotidienne. Il faisait aussi bien des tâches ménagères que des jeux, de la cuisine. Moi, j'étais coachée, je lui ai appris à attendre, à faire des courses, à se poser pour regarder la télévision. Ça semble rien, mais c'est énorme. J'ai béni Choupi et Petit Ours Brun qui me permettaient de souffler 10 minutes et de faire aussi des jeux motivants pour lui. Il gonflait des ballons, des petits ballons de baudruche, il en mettait partout dans la maison. Ça l'occupait, il était heureux. Ils en mettaient aussi dans les arbres, je me souviens, on a égayé tout le quartier. Et lui, il était heureux de pouvoir jouer comme ça. C'était se servir un petit peu de ce que lui aimait, ses intérêts à lui, pour qu'il s'occupe. Oui. Alors, ça se passait très bien, mais au terme de 2 ans à domicile, Ethan a recommencé à contourner la prise en charge. Ah mince. Ouais, notamment avec une intervenante. J'allais dire la pauvre. Bon, ou pauvre de nous, je ne sais pas, mais elle était très confiante et elle venait d'arriver. J'avais l'intention d'emmener ma fille, d'accompagner ma fille à la piscine avec son école, donc de partir 2 heures. Pas de problème, allez-y, je gère, ne vous en faites pas. Bon, quand je suis arrivée à la maison, j'ai vu un sac poubelle éventré devant la maison. Déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et puis, je l'ai vu sortir à moitié nu alors qu'on était au mois de février, dehors, en courant. J'ai dit, bon, c'est pas
Qu'est-ce qui s'est passé? J'ouvre la porte. Là, c'était le chaos. Les plantes étaient renversées. La terre est allée sur les murs. Dans la cuisine, une tornade était passée. Le bocal à poisson, la lessive, la peinture, tout avait volé. Dans sa chambre, comme elle l'avait enfermé dans sa chambre, n'arrivant plus à le tenir, il avait étalé son vomi, ses selles, etc. C'était un carnage. Ah oui, j'imagine ce qu'on peut ressentir quand on arrive et qu'on voit ça, ça doit pas être évident, hein. J'ai dit, oh my God. Ok. Et lui, il était tout penaud du fait de me voir, il s'est installé. Je crois que même qu'il m'a aidé à tout ranger derrière parce que l'intervenante, elle est partie. Le souci, c'est que suite à ça, je pense qu'il a pris... C'est toujours particulier avec lui, j'allais dire, il a pris du plaisir. On ne sait pas comment nommer cette sensation. Toujours est-il que toute intervenante qui venait, auparavant, j'ai pu le laisser des journées entières. Là, au bout d'une heure, il partait complètement en vrille. Et voilà, il recommençait son cirque. Et comme tout était filmé, je le voyais, j'entendais sa voix qui changeait. Il n'était plus le même. Et est-ce que, du coup, c'est pas le fait qu'il ait perçu la faille chez cette intervenante qui a provoqué ça? C'est exactement ça. Il a dû aussi sentir à un moment qu'elle perdait pied, qu'elle ne pouvait pas le tenir. Donc, à compter de ce jour, il avait déjà ça en lui, mais je pense qu'il continue à chercher les failles chez les gens pour les pousser dans leur retranchement. D'accord. C'est un thérapeute, finalement. Non, heureusement que les thérapeutes font pas ça, mais je veux dire, ça a une visée thérapeutique finalement, puisque voilà, d'aller pointer en fait, enfin la vie se charge bien d'aller pointer en nous tout ce qui n'a pas été traité, tout ce qui n'a pas été vu, tout ce qui n'a pas été accepté, enfin voilà, toutes ces fameuses failles. Mais on dirait qu'Ethan en fait, sa particularité, c'est justement de pointer exactement ça, donc ça oblige en face à aller forcément s'y confronter, en fait. On s'y confronte. Et puis quand il a trouvé, il nous laisse pas réfléchir, c'est-à-dire qu'il appuie. Il appuie dessus sur la faille, jusqu'à nous pousser au-delà de nos limites. Ouais, c'est ça qui doit être difficile à vivre, en fait. Ça, ouais, c'est la chose, je pense, moi en tant que maman, quand je l'ai longtemps, c'est la chose la plus difficile à vivre parce que on sort justement de nos gonds. Ouais. Il nous pousse tellement loin qu'on se fait peur par moment. D'ailleurs, il me l'a dit il y a peu de temps, tu me fais peur, maman. J'ai pris mon élan, je lui ai sauté dessus sur le lit, il me laissait pas dormir. En fait, le soir, dès que je commençais à sombrer dans le sommeil, il m'appelait, etc. Et je ne savais plus quoi faire. J'en pouvais tellement plus, je lui ai sauté dessus. Et là, il m'a dit, ah, tu me fais peur, maman. Je l'ai regardé, je lui ai dit, mais moi aussi, je me fais peur, mais pourquoi tu fais ça? Et là, il me dit, mais maman, quand t'es fatiguée, ça me fait rire. Ah oui, d'accord. Ok. Il essayait de comprendre un peu les émotions, donc il voyait bien que j'étais triste, parce que du coup, ça m'a fait pleurer le fait de toutes ces émotions, la colère, l'énervement extrême, et puis ce moment où il me regarde, tu m'as fait peur, maman. Ouais. Et il dit câlin, maman, mais il sait pas trop faire. Alors il s'est posé sur moi quelques secondes, et puis il est reparti, et là son sourire démoniaque est revenu. Et c'est ça qui est compliqué à gérer en tant que maman, parce qu'on a envie de le prendre dans les bras, c'est pas grave. Ok, maintenant je vais me coucher, on n'en parle plus. Mais non, le sourire était toujours là, donc je savais que j'avais enclenché ce soir-là quelque chose qui n'était pas bon. Donc là, il faut que j'aille retourner en moi pour retrouver du calme, de la patience. Et c'est comme ça que je suis arrivée à bout de cette mauvaise spirale. Il m'empêchait de dormir et ça, c'était devenu récurrent. Du coup, j'ai pris le contre-pied. Je ne vais plus me coucher en même temps que lui, parce qu'il avait un petit peu exigé à un moment que ce soit le cas et ça l'apaisait. Donc, je ne vais plus me coucher en même temps que lui. J'attends qu'il s'endorme. Et si vraiment il n'arrive pas à s'endormir, alors dans ce cas, je redescends avec lui en bas. On prend un verre d'eau, on fait 2-3 trucs. Je lui parle. Pour détourner l'attention, pour pas que j'essaie de m'endormir, ça sert à rien. D'accord, ok. Un petit exemple. Et au terme de ces 2 ans à domicile, avec ce qui s'est passé avec cette intervenante, qu'est-ce qui s'est passé après?
il semblait très important à ce moment-là qu'il réintègre un centre. Ah oui. Parce que moi, je l'avais 24 heures sur 24. Et donc, il fallait qu'il soit repris en charge. Et ça a été une tâche bien difficile parce que les centres sont beaucoup trop peu nombreux. Et j'avais, moi, une place. Donc, j'étais un petit peu connue pour la maman qui avait sorti un enfant d'un hôpital de jour. J'ai quand même fini par obtenir une place dans un IME, c'est un institut médico-éducatif, et section autiste, dans un château, au milieu de rien. Ça me semblait parfait. Sauf qu'ils l'ont gardé 3 heures par jour. Comme il était trop difficile, ils m'ont expliqué qu'il serait bon qu'ils le gardent un petit peu moins longtemps, le temps que Ethan se fasse au centre et au personnel. Ethan a très bien compris qu'on baissait le temps parce qu'il était trop ingérable. Donc là, il a renforcé ses troubles. Il a mis 2 personnes en accident de travail. J'avais pas mal de réunions, moi, avec tout le personnel encadrant. Je pense qu'on en avait tous les mois. C'était un petit peu houleux. Et la dernière, le chef de service m'a dit que la problématique de mon fils n'était pas adaptée à leur établissement. Ouais, enfin, moi, j'aurais eu tendance à dire le contraire, que leur établissement n'était pas adapté. Hein c'est ça, mais cette phrase, elle m'a choquée. Et puis, j'ai trouvé ça très dur, en fait, de dire ça à une maman, parce que c'était un IME section autiste dans un environnement, donc c'était une toute petite section avec un taux d'encadrement qui était quand même correct, dans un château avec rien autour de la nature, il y avait des chevaux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est super, ils vont pouvoir le faire marcher, courir. Non, ils n'avaient pas le droit. Ah oui. D'emprunter les allées. Oh là là. J'ai dit, pardon. Oh ben non, on n'a pas le droit, vous comprenez. Et puis, bon, il y avait toujours des... Après, on a aussi on est confronté à ça aujourd'hui parce que ce sont des institutions avec des règles. Et c'est ce qui marchait bien à la maison, c'est que la thérapeute, elle avait beaucoup de bon sens et puis elle partait dans des choses... elle n'avait pas de limite, elle n'avait pas de règles, quoi. Et dans un institut, il faut se conformer au règlement du lieu. Oui. Donc, j'ai repris mon petit garçon sous le bras au bout de 6 mois de prise en charge complètement désastreuse. Et il est revenu à la maison. Donc, j'ai bataillé à nouveau pour retrouver une structure adaptée. Je ne vais pas trop m'étendre sur mes démarches. Là, j'étais assez en colère à ce moment-là. Je voulais vraiment presque porter plainte contre l'État, etc., parce que ça commençait à être difficile. Mais le psychiatre du CRA m'a beaucoup aidé. Il y a une personne qui est venue à la maison, à domicile, qui a observé comment ça se passait, avec laquelle j'ai beaucoup échangé, j'ai beaucoup parlé. Et ces personnes ont compris ma démarche, ont compris comment je me comportais avec lui. Donc, ils m'ont aidé à réintégrer Ethan dans une structure, dans un internat. Aujourd'hui, il y est toujours, il y est depuis, c'est sa 3e année, à Yvetot, qui est donc à peu près à 1 heure de route de notre domicile. On ne peut pas dire que tout soit aujourd'hui, il se roule parfaitement calmement, il se gratte encore beaucoup la tête autour de lui, mais il y a un beau taux d'encadrement et je leur fais confiance. Voilà, parce qu'il y a quand même des belles avancées. Bon. Et que t'ont dit, en fait, les médecins, finalement ? Alors, on a rencontré, comme je l'ai évoqué auparavant, beaucoup de professionnels de santé. Les médecins nous ont beaucoup questionnés, son papa et moi. Et dans un premier temps, on le sent bien, ce sont les parents qui sont soupçonnés. Oui, d'ailleurs, est-ce que toi et son père, vous n'avez pas culpabilisé au début ? Est-ce qu'il y a eu une phase comme ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de parents en fait, qui vivent une culpabilité intérieure, plus ou moins consciente d'ailleurs, mais est-ce que toi, tu as traversé quelque chose comme ça ? Évidemment. J'ai envie de dire qu'on passe par plein de phases. Je me suis surtout remise en question. Alors, dans le fond, moi-même, je savais ne pas être coupable de sa différence. Et même, j'ai envie de dire, surtout quand il était petit, je l'aimais, cette différence. Avant, ces bêtises plus compliquées.
je l'aime toujours, cette différence. Mais en fait, je me remettais surtout beaucoup en question et j'attendais des réponses. Les médecins détiennent un savoir. Et face au désarroi que représente le fait d'avoir un enfant un peu énigme comme ça, on a besoin de conseils, de guidance, ce que la BA par exemple m'a apporté à un moment, oui. ou d'autres spécialistes parce que ça a été le cas. Et on a envie de se reposer sur eux parce qu'on est vraiment un peu démunis. Et leur manque de réponse, en fait, était aussi déprimant que stimulant, parce qu'il fallait avancer, chercher et comprendre par soi-même, toujours. Oui, donc finalement, ça t'a fait aller chercher dans des directions que peut-être t'aurais pas envisagées si les médecins t'avaient donné des réponses toutes faites, en fait, c'est ça? Peut-être. Et d'ailleurs, je voulais pas forcément... On cherche un diagnostic précis et c'est paradoxal parce que un diagnostic précis permet de lui poser une étiquette et de le stigmatiser dans une case. Oui, oui. Alors lui, il s'y conforme, il n'y va pas dans cette case-là. Oui. Et peut-être que quelque part, j'aime bien ça. Et est-ce que les médecins ont regardé, par exemple, ont fait des recherches sur, je sais pas, généralement il y a des recherches chimiques ou En fait, ils regardent des causes organiques souvent. Est-ce que t'as eu ça aussi? Absolument. Psychologues et psychiatres se sont questionnés. Ils ont avancé des thèses d'anoxie cérébrale néonatale. Ça, c'est un manque d'oxygénation du cerveau. Oui. Et la psychose infantile a été évoquée. Ça D'accord. n'existe pas. Donc un psychiatre a fini quand même par détecter les troubles autistiques, mais effectivement, c'est ce qui a été mis en place au début. Et ensuite, les médecins, en fait, ils proposent aussi tout de suite un traitement médicamenteux. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement. Généralement, dès on détecte entre guillemets un problème, immédiatement c'est le traitement médicamenteux qui arrive là pour soi-disant solutionner ce problème-là. Oui. Donc toi, t'as eu ça aussi? Oui, on te dit que ton enfant est anxieux, donc il faut un anti-anxiolytique. On te dit qu'il est hyperactif, il faut absolument le calmer. Donc j'étais pas du tout en phase avec ça, son papa non plus. Et il n'y a pas de médicaments de toute façon pour l'autisme, donc ça nous semblait oui. complètement farfelu. Et donc on nous dit que c'est complètement inéluctable et qu'il faut l'aider. On nous dit surtout il faut aider votre enfant, vous vous rendez pas compte, il est tellement anxieux et vous aussi ça va vous aider. On a beaucoup de discours dans ce sens-là. Et en institution, on nous a fait comprendre qu'il était difficile de l'intégrer sans en passer par là. Alors difficile, c'est complètement impossible, ils sont tous médicamentés. D'accord. Alors plusieurs molécules ont été essayées sur lui, on a fini par accepter de la Ritaline lorsqu'il était en hôpital de jour. Il en a pris durant 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai commencé à me poser des questions, surtout quand la prise en charge ABA a été mise en place à la maison et que à la maison on a arrêté de la Ritaline et il était plutôt même plus calme, sans. Donc j'ai demandé à l'hôpital de jour qu'on arrête le traitement. Et parce que en fait, c'est des traitements qui sont quand même forts. La Ritaline, c'est un psychostimulant. On donne des neuroleptiques, des médicaments qui ont des effets antipsychotiques et avec des balances bénéfices-risques qui sont certains. Moi, en plus, je suis très orientée vers des médecines douces et naturelles. Je prends moi-même pas ou très très peu de médicaments. Et j'avais grand-peine à me résoudre à lui administrer un traitement. Alors, j'ai toutefois compris et entendu le discours médical, c'est-à-dire que je sais que ça peut, entre guillemets, l'apaiser. À un moment, j'étais tellement aussi épuisée psychologiquement à force de me battre que cette béquille médicamenteuse a pu me soulager. Et dans le cadre de l'institution, aujourd'hui, on me l'a encore dit, pas de prise en charge sans médicaments.
Alors, exactement comme on pourrait le dire pour n'importe quelle personne, n'importe quelle personne malade, on pourrait dire qu'en fait, si on a affaire à la médecine allopathique que l'on connaît aujourd'hui et qu'on couple ça avec d'autres formes d'approche complémentaires en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les dissocier les unes des autres, là on arriverait peut-être à un équilibre. Est-ce que ce serait pas aussi la même chose pour Ethan, pour les autistes ou pour n'importe quel difficulté, c'est-à-dire de pouvoir trouver un juste équilibre, quelque chose de vraiment adapté en termes de balance entre ce qui relève de l'hygiène de vie et ce qui relève de la médecine allopathique.